Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lee Pasco. Salut Lee. Salut Pank. Et aujourd'hui, on va s'orienter sur un ouvrage de Harry McKnight. Cet ouvrage-là, donc, ça s'appelle Silva Mind Control, Key to Inner Kingdom, Through Psycho-Orientology, The New Science. Voilà. Donc, c'est un livre qui date, qui est assez ancien. Hein. Oui. Il a été édité plusieurs fois. Édition. Ouais, c'est ça. Il a déjà été revisité 3 fois. La première fois, c'était 72. Après, il y a eu 73, 75, 76, 77. Donc, c'est un ouvrage qui a été pas mal partagé. L'auteur, donc, c'est Harry McKnight, qui a été, entre autres, il a eu un billet du collège. Ok, il a eu son PhD en gros en Louisiane. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal bougé. Après, il a achevé des études doctorales à Austin, au Texas. Et surtout, ce qui nous intéresse, il a été directeur du programme de développement des lecteurs, donc ce serait des instructeurs, de l'Institut de psycho-orientologie à Laredo, Texas, et il a présenté, bien sûr, le mind control à travers le monde. Donc, c'est quelqu'un, en plus, vous allez voir à quoi ça, dans mes petites notes, ça m'a marqué, il a été dans le premier groupe de Houston à se faire former avec José. Donc, c'est vraiment, il a pu voir depuis le début comment la méthode a commencé. Quand il a débuté la méthode Silva, il n'était pas encore psychologue, parce qu'aux US, c'est PhD, et il était en train d'écrire sa thèse, l'équivalent de sa thèse à ce moment-là. Donc, c'est assez chouette parce que, comme la semaine dernière, on va avoir un point de vue d'un psy. Lee, toi, tu l'avais rencontré, Harry McKnight? Oui, plusieurs fois. J'ai profité justement de sa façon d'expliquer des choses et c'était toujours très clair. Et en plus, Harry McKnight, bon, il n'était pas au tout premier séminaire. Le tout premier séminaire était à Amarillo pour les artistes, mais c'était parmi les premiers. Et si je ne me trompe pas, c'était Harry McKnight, en fait, qui a pour la première fois mis tous les exercices par écrit. Parce que José, quand il donnait le cours, c'était tout directement de sa tête. Ouais. Mais si on allait former d'autres instructeurs, il fallait quand même un script, un texte. Et c'est Harry McKnight, justement, qui s'est occupé de ça. Donc, il était vraiment là tout au départ du développement de la méthode. C'est passionnant. C'est intéressant parce que, souvenez-vous, on en avait parlé au début avec Lee, et c'était Ed qui nous avait aussi parlé de ça. La toute première version qu'avait fait José, elle n'était pas écrite, elle a été faite spontanément avec ses retours d'expérience. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore fait le résumé, mais ça on le fera avec Lee. Ed, dans son cours, il y en a un où il y a un cours de José qui date des années 70, où il le faisait tous les soirs, sur, je ne sais plus combien, c'est 8 soirées, je crois. Non, c'était pas ça, c'était 3 soirées, et après, il y avait une partie du week-end. Et c'est pas du tout encore complètement mis en place comme ça l'est aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup j'ai envie de dire, d'échanges libres et de points de vue libres. Et ça, j'ai envie de vous faire un petit package sympa avec Lee. Je réécouterai tout ça, on le fera petit à petit dans les podcasts, parce que je pense qu'on va trouver des petites pépites, des petits nuggets bien sympas dedans. Et ça va être chouette. Donc, effectivement, en plus, il y avait eu un problème de copyright. Je crois que c'est lui qui nous a expliqué ça. C'était toi qui nous a expliqué ça, ou c'était le problème de copyright où il s'était fait voler? Ah non, c'était dans l'autobiographie, où en fait, il y a eu un problème de copyright au départ, et vu qu'il n'avait pas déposé encore, il y a des gens qui ont volé une partie de son travail, ce qui a beaucoup énervé José. C'était un sujet assez récurrent, on l'entend souvent, où il dit c'est déposé, parce que bien sûr, comme tout, ça peut être volé. D'ailleurs, pendant que j'y pense, il y a une question il y a quelques jours, et je me suis dit, je crois qu'on en avait parlé, mais je ne suis pas sûr. Christian Godefroy, ça te dit quelque chose ou pas?
Oui, absolument. Oui. Et tu sais qu'il avait fait il avait fait une méthode qui ressemblait énormément à la méthode Silva. Moi, je me souviens, j'avais lu le bouquin et en gros, tu avais l'impression que c'était la traduction. Alors, j'exagère un peu, il a inventé quelques mots et tout, mais c'était très proche. Et il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a demandé si, euh, si je connaissais ce qu'il avait écrit et ce que j'en pensais. Alors, je m'étais dit, est-ce que toi, ça te parle, Christian Godefroy, et surtout ce qu'il avait écrit, qui était assez proche de la méthode Silva. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu as... Oui, il a donné un cours qui s'appelait Dynamique mentale, je C'est ça, crois. exactement. Et pour vrai dire, à l'époque, quand il a commencé à donner ce cours, la méthode Silva n'existait pas en français. Et de ce que j'ai compris, alors évidemment, je suis venue un peu tard, mais de ce que j'ai compris, une fois que le cours a commencé à être officiellement enseigné en France par des instructeurs et avec un directeur, il a arrêté et après, il a parlé quand même de la méthode Silva. Il a recommandé la méthode Silva. Donc, ce n'était pas qu'il a volé uniquement pour lui-même, mais il s'est dit, il a dû dire au départ, tiens, c'est une super méthode, c'est pas protégé, une personne l'enseigne, mais il a été respectueux, justement, comme la méthode Silva officielle a commencé à être enseignée. Top. Parce que là, tu vois... Ça vient directement de la méthode Silva, la dynamique. Oui, complètement. Parce que moi, j'avais acheté le bouquin pour voir et j'avais trouvé qu'en plus, c'était super bien fait, hein, mais c'était vraiment assez proche, voire un copier-coller, une traduction un peu francisée de tout ça. La question, c'était ça, salut Pan, qu'est-ce que tu connais le séminaire de dynamique mentale de Christian Godefroy? Je ne sais pas s'il était inspiré de la méthode Silva, mais ça y ressemble un peu, il me semble. Si jamais tu connais, quelle est ton opinion? C'est un séminaire qu'on peut apparemment trouver pour pas cher en format MP3, mais même si c'est pas cher, je préfère avoir l'avis de quelqu'un. Donc, ok, bah, ça confirme un petit peu. Moi, je lui avais répondu que j'avais le bouquin et que ça me paraissait. Moi, j'avais mis que c'était issu de Silva, donc ça semble assez cohérent par rapport à ce que tu dis. Ok, en tout cas, aujourd'hui, on commence ce nouvel ouvrage. Donc, je suis content parce que je l'ai reçu hier. Et directement des UK ou des US, je ne sais plus. Donc, c'est assez chouette. On arrive à encore avoir des vieux ouvrages online et pas trop chers. Donc, c'est plutôt bien. Alors, dans les notes de départ, j'ai trouvé que c'était assez amusant. Bon, c'était juste pour noter. Il disait c'est une édition spéciale pour le 10e année des Mind Control Basics Lecture Series qui a été offert pour le public et les 200 ans de la liberté des États-Unis. Le Mind Control Series maintenant va être offert au public comme l'American Dynamic Meditation System. Tu l'avais déjà entendu parler de ce système-là? Parce que ça, alors tu vois, il y a un trademark à côté. Et American Dynamic Meditation System. T'en as déjà entendu parler, toi, de ton côté? Depuis là, non, mais au départ, je crois qu'il a dû faire plusieurs noms copyright juste pour être sûr que personne, justement, allait le prendre et donner simplement un autre nom. Donc, mais c'est bien, justement, parce que ça montre dans le titre Dynamic Meditation. Exactement. Beaucoup de gens, c'est peut-être plus facile à accepter que Mind Control. Exactement. Et je trouve que ce nom, hormis le côté américain, tu vois, qui fait un petit peu genre, le mec, c'est ça, exactement. Mais le Dynamic Meditation System, je trouve que le nom, il est bien trouvé. Hein. C'est sympa. Donc après, bah, tu vois, il revient sur certains éléments qui vous trouvent intéressants et que ça permet en gros de méditer, de programmer, de visualiser, d'apprendre des levées de méditation et des informations pour résoudre des problèmes. Bon, ça c'était dans les notes de départ, mais je trouvais que c'était intéressant parce que je l'ai lu nulle part ailleurs, dans aucun des ouvrages qu'on a pu pour l'instant lire ou partager. Alors, oui, sa thèse, sa recherche à McKnight, c'était sur l'état d'esprit pour permettre à ses patients de changer et un travail de réhabilitation. Donc,
il a été intéressé par la méthode parce que justement, il voulait voir si l'attitude mentale, psychique, avait un impact réel sur un mieux-être et une réhabilitation psychique de ses patients. Ça a été son élément motivationnel. C'est intéressant parce qu'il nous explique un petit peu comment au départ il est rentré dans le système au travers d'une amie et d'une amie infirmière. Et au départ, il n'était pas très chaud, voire hyper dubitatif. Et d'ailleurs, c'est amusant, c'est ce que j'ai souligné. Et, donc, il semble que l'infirmière m'ait parlé des séries de base et j'ai dû attendre que Monsieur Silva, et là il met entre guillemets notre docteur, donc pas un docteur, et après il met une petite précision qui est assez intéressante. Je pense que ça lui a été donné plus tard par la Sigrial Foundation, représentée par Carl P. Collins, qui a donné le nom de docteur des humanités à José. Donc maintenant, José pouvait être considéré comme docteur aux US, et vous savez qu'aux US, c'est hyper important, les petites initiales que vous mettez à côté de votre nom, prénom, eux, ils rigolent pas avec ça. Nous, on n'en a rien à faire, c'est pas notre culture du tout. Mais je sais qu'aux US, ça rigole pas. Il faut mettre CH, faut mettre tous les trucs que tu as. Nous, on comprend rien. Sincèrement, un Français qui regarde une carte de visite d'un Américain, on se dit, mais qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? PhD, même parfois, on ne sait même plus ce qu'ils veulent dire. Donc là, la notion de docteur aux US, c'est hyper important. D'ailleurs, toi, tu es docteur de psycho-orientologie, c'est ça? Psycho-orientologie, justement, qui était l'institut que José a formé, qui avait le droit de donner des doctorats, mais honoraires quand même. Oui, ça. Mais c'est important de prendre en compte, c'est honoraire, mais c'est pour avoir le titre. Est-ce qu'en Australie, il y a la même importance sur tout ce qui est PhD et autres petites choses? Oh là là là, les Australiens sont très contre autorité et snobisme. Donc, non, si en Australie, j'avais une carte avec tout ça derrière moi, on me dirait, tu te prends pour qui, toi? Non, c'est exactement vrai. Par contre, j'ai trouvé que, tu vois, c'était assez sain pour quelqu'un qui était en études de psycho de se dire, le gars, il parle d'un ensemble d'éléments. D'ailleurs, il le dit. Il dit, j'écoute un petit peu au début ce qu'on me dit dessus. Tu sens que c'est fait plus avec son expérience personnelle. C'est pas très scientifique. Il y est allé en ayant un espèce d'esprit moqueur, en se disant, bon, je vais pas les saouler avec tout ça, mais moi, j'y crois pas trop. Par contre, ce que j'aime bien, il le dit bien, il dit, par contre, restons l'esprit ouvert. Toi. Et donc, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, avait quand même l'esprit assez ouvert pour se dire, j'y crois pas trop, mais je vais quand même m'ouvrir à tout ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il a eu tout un moment où il a commencé à lire toute la parapsychologie avec Edgar Cayce, oui. avec un bouquin qui est très connu, qui s'appelle La vie des maîtres en français. C'est de Bird Spalding, donc qui est très connu comme bouquin. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il en avait écrit d'autres. José Silva aussi. Pardon? La vie des maîtres a beaucoup inspiré José Silva aussi. Ah d'accord, tu vois, je ne savais pas du tout. Ouais. Donc, il s'est un peu intéressé à tout et il est allé du coup à son cours. Alors, là, il nous parle de petites anecdotes que je trouve intéressantes, notamment que d'après ce que je comprends, donc sa pote infirmière lui avait dit que il aurait automatiquement un scholarship, une réduction, ou en tout cas quelque chose par rapport au fait qu'il soit psychologue. Donc, en fait, son scholarship, c'était complètement gratuit. C'est ça. Au départ, donc, il pensait que ça allait être complètement gratuit. Mais sauf que il s'est avéré que quand il allait demander au départ à José, qui était pris, parce que ce qu'il expliquait, et il disait, José, tu avais l'impression que c'était la star absolue, que tout le monde lui posait 10 000 questions, parce que on était au tout début de la méthode, et que ce qu'il proposait, c'était complètement novateur dans le secteur.
Donc, logiquement, ça aurait dû être gratuit. Puis, il lui demande, et José qui était pris entre les choses, qui dit non, 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 c'est simplement pour des personnes qui sont déjà, alors je sais plus, qui sont déjà psychologues d'État. Et donc, il revient un petit peu en se disant mince, moi, j'ai pas emmené d'argent parce qu'il a fait la matinée de découverte. Et il reparle avec, et puis José lui dit ouais, c'est bon, t'inquiète pas, pas de problème, et il lui fait passer. Donc, c'est là où c'est quand même intéressant d'un point de vue purement vécu, c'est que José a vachement insisté sur le fait qu'il a, pendant 20 ans, travaillé à se dire comment je peux développer tout ça, et il n'a pas été subventionné par quoi que ce soit. C'est toujours ses deniers personnels qu'il a mis en place. Et on pourrait se dire, bon, bah, c'est les premiers moments où il gagne de l'argent avec tout ça, et il pourrait très bien se dire, ah, non, 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 500 dollars, c'est 500 dollars, mon ami, tu me paies mes 500 dollars, parce que moi, j'ai dépensé de l'argent, je vous propose un projet. Et on sent qu'il n'était pas du tout prise de tête au niveau argent. En tout cas, il faisait vraiment attention aux autres. Et d'ailleurs, ce que dit McKnight, il dit, cet agreement, cet accord qu'ils ont eu au départ tous les deux, ça a permis après qu'ils bossent vraiment ensemble sur plein de cheminements et qu'il y ait un rapport de confiance. Toi, tu avais cette sensation-là comment tu ressentais José par rapport à la problématique d'argent ou par rapport au business de façon générale? Tu sentais que c'était quelqu'un qui, alors ça c'est d'autant plus intéressant, qui poussait à faire du business, quoi, à être hyper présent, à instruire plein de gens pour avoir beaucoup d'argent, ou tu sens que l'argent c'était quelque chose qui était important, c'est un retour normal de ton truc, mais que lui, sa volonté, c'était de diffuser surtout l'information plus que l'argent qui allait être fait. Ouais, en fait, bien sûr, il voulait diffuser, mais il fallait aussi qu'il gagne d'argent. Mais rappelle-toi aussi qu'il travaillait beaucoup professionnellement par intuition. Donc, il a eu des idées, par exemple, cette idée de la conférence gratuite. Il y avait très peu de gens qui donnaient des heures gratuites pour intéresser des gens. Et jamais à l'époque la possibilité de répéter le cours gratuitement. Exactement. Même en France, quand j'ai dit à mon comptable en France au départ, ben, les gens répètent gratuitement, mais c'est idiot, c'est ridicule. Mais en fait, c'était une super bonne idée pour le marketing. Bien sûr. Parce que les gens, quand ils revenaient, ils parlaient d'autres personnes, ils venaient avec d'autres personnes, etc. Et puis, justement, là, à l'époque, ils donnaient beaucoup de places gratuites pour faire connaître pour certains journalistes, pour les psychologues, justement. Mais même dans les années 80, quand moi j'ai commencé 80-90, il insistait que tous les instructeurs aux États-Unis, si un membre de l'Église, un prêtre ou n'importe quel niveau, venait au cours, on devrait l'offrir gratuitement. Donc, il voulait vraiment assurer que les gens qui avaient de l'influence pourraient quand même venir gratuitement au cours pour voir de quoi il s'agit. Au lieu de dire non, c'est rien, ces trucs. Et évidemment, une fois qu'on fait le cours, on est très enthousiaste et ça a beaucoup aidé. Donc, c'est vraiment double. D'une part, c'était non, je veux que tout le monde possible suive le cours, je veux le diffuser, etc. Mais d'une autre part, les décisions qu'ils ont prises ont vraiment fait répandre la réputation de la méthode beaucoup plus rapidement. Je trouve toujours intéressant ce rapport financier, parce que c'est souvent, alors nous, tu le sais, les Français sont un peu tabous au niveau argent et au niveau business, etc. Et je trouve que c'est assez sain, parce que on sent que même au début, bien sûr, hein, pour moi, gagner ta vie avec le boulot que tu as fait, c'est complètement normal. De bien gagner ta vie parce que tu fais un excellent boulot, c'est normal. Mais je trouve que c'est vrai que dans la méthode, il y a un côté qui est assez cool. Déjà, la méthode n'est pas trop chère, de façon générale, comparée à... même moi, je vois mes propres cours. Hein. Il y a des moments où je me dis, waouh, tu fais 4 jours, ou parfois, moi, je vais proposer 2 jours au même prix, peut-être un peu moins cher parce que j'ai que 2 jours, mais en gros, ils ont 4 jours, tu as 2 jours, tu te dis, waouh, c'est pas cher. Deuxièmement, cette notion de gratuité, alors maintenant quasi gratuité à 15 € si tu veux recommencer, je trouve que c'est hyper simple parce que c'est pas dépenser, c'est pas dépenser encore. C'est vous avez le séminaire de base, éventuellement on vous propose les 2 autres une fois par an par-ci par-là, mais c'est pas vous devez le faire. Il n'y a pas comme par exemple en hypnose où beaucoup des écoles qu'on a pu faire, c'était il y a le level 1, 2, 3, etc. où tu vois petit à petit. Nous en France, on a repris un peu les fondamentaux de PNL qui sont technicien, praticien, master praticien, et après
trainer training, tu vois, où tu as vraiment des niveaux à chaque fois et où tu te dis, où la personne, elle te tease à dire oui, mais ça, tu le verras la semaine prochaine si tu viens au level 22, etc. Là, avec la méthode, ce qui est cool, c'est qu'on te dit, bon, tu as 4 jours, franchement, avec ça, on te fout la paix, quoi. Tu vis ta vie et en plus, il n'y a pas en tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti ce côté de relance de la méthode. Tu vas dire, ouais, n'oubliez pas, il y a le stage B22 à faire. À la limite, comme tu fais une newsletter, tu dis, bon, bah, moi, je fais ça, et puis les autres font ça. N'hésitez pas à aller voir d'autres instructeurs, mais c'est tout. Et vu que c'est de la repeat, bah, en plus, c'est pas financièrement là où il va y avoir un gain d'argent. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, d'un point de vue purement business, et là, tu l'as bien dit, les personnes d'influence, bah, tu leur offres. Parce que c'est vrai que c'est elles qui vont parler, c'est elles qui vont partager, c'est elles qui connaissent. Et si un psychologue se dit waouh, c'est bien, ça peut aider mes patients, bah, les patients peut-être qu'ils vont se dire ah bah je vais économiser pour aller faire ça plutôt que autre chose qui serait peut-être moins intéressant pour ma pathologie. Donc je trouve ça vraiment très très bien pensé. Et c'est intéressant parce que tu sens que McKnight, c'est un peu à cause de ça ou grâce à ça qu'il est venu au système. Donc quelqu'un qui a été un pilier du système, il est venu parce qu'à la base, il disait, comme il dit à un moment, il dit au pire, je perds que quelques heures, ça ne va pas me coûter cher. Bon, après, il y a eu cette petite histoire-là, mais globalement, il y est allé parce qu'il n'avait rien à perdre. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Et finalement, il a apporté beaucoup plus à la méthode Silva après, avec toutes ses recherches, ses présentations, travailler pour le texte pour José, beaucoup plus qu'il n'aurait jamais pu payer pour le premier séminaire. Donc, exactement. Finalement, c'était un bon business deal au lieu de simplement générosité. Mais c'est exactement ça. Et tu vois, je te dis, c'est intéressant la manière de fonctionner parce que tu n'es vraiment pas dans une notion. Tu te dis, si ça peut apporter, bah, pourquoi le faire payer autant que ça puisse diffuser. Et puis là, ça a été du win-win à 100%. Oui, absolument. Bon, alors c'est intéressant parce qu'il nous explique ce qu'on vous a déjà expliqué. Il l'a fait en soirée. Donc, il a fait l'introduction séminaire gratuit en soirée. On se rend moins compte à quel point c'est cool. Et là, Lee, elle l'a bien mis en avant. Mais parce que nous, maintenant, on le fait, par exemple, c'est samedi matin. Pour ceux qui font samedi, dimanche, lundi, mardi. C'est le samedi matin. Donc, tu te dis, bon, c'est ma matinée. Mais imaginez ce que ça fait de te dire, bon, bah voilà, ça va être un séminaire qui va être en 8 soirées. Et derrière, ta première soirée est offerte. C'est pas du tout la même chose. Là, on dit c'est un week-end, bon, c'est vrai, on file la matinée. Donc parfois, on se rend pas compte que c'est une conférence gratuite parce que juste après, on est en après-midi, on est déjà en train de faire le séminaire. Mais quand on est en soirée, te dire, bon, bah d'habitude, je vais à un séminaire ou je vais à une soirée X ou Y et je paye le premier soir. Et là, on me dit, non, tu découvres et si tu aimes bien, tu reviens demain et tu payes demain. Moi, je trouve le principe génial, quoi. C'est absolument cool. Et c'est ce qu'il, lui, il a vécu. Et il rentre le premier soir en disant à sa femme, c'est plutôt sympa, et il commence à en parler beaucoup. Et donc, bah, il a tout fait, et il a fait l'ensemble des séminaires. Et souvenez-vous, hein, José, à l'époque, il tournait à faire plusieurs soirées, un petit peu comme Hellman, on avait vu ça. C'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était le tout début parce qu'il a eu son first graduating class in Houston that December 1968. Donc, c'était 2 ans officiellement après la création du système composé, entre guillemets. Et la première classe à Houston, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Houston, c'est au Texas. Laredo, c'est un peu plus haut et Houston, c'est au sud du Texas. D'accord? Donc, on voit déjà ce mouvement-là. Un autre point que j'ai trouvé sympa, je reviendrai plus tard dessus, mais il expliquait, et ça, j'y avais pas pensé, les premiers séminaires qu'il a donnés, José, c'était en espagnol. Et pas en anglais. Et mine de rien, bah, c'est vrai que la communauté hispanophone au Texas est hyper importante, vu que c'est à la frontière. Donc, cette notion, elle est assez intéressante à prendre en compte parce qu'il n'a pas enseigné directement en anglais. C'est parce qu'il a eu des demandes de personnes en anglais qu'il l'a fait en anglais. Et d'ailleurs, c'est un des points que McKnight met en avant. Il dit, bah, au départ, j'ai dû m'habituer à l'accent espagnol qu'avait José parce que José, il ne parlait pas parfaitement au départ anglais, même s'il a grandi là-bas et qu'on sait qu'il était constamment en double langage.
Justement, moi, j'ai trouvé la relaxation profonde en espagnol, lue par José Silva. C'est vrai? Ah, très bien. Je peux te l'envoyer si tu veux bien. Ouais, je suis preneur. Parce que je voulais apprendre un peu plus espagnol. Et effectivement, là, tu entends une voix que tu reconnais, tu entends effectivement toutes les phrases que tu connais par cœur, mais dans une autre langue, tu es en alpha, donc c'est une super façon de s'habituer à comprendre espagnol. Ah, je suis preneur. D'accord. Alors, après, il pose un élément que j'ai bien aimé. Il dit, José a commencé à étudier la psychologie, même s'il était initialement spécialiste en électronique, etc. Puis, ses lectures étaient plutôt dévouées à Freud, Jung, Adler et les autres géants de terrain de l'analyse. À mesure qu'il l'étudiait de plus en plus profondément, il a réalisé que la psychologie, et ça, j'ai trouvé que c'était une belle remarque, particulièrement à son début, focalisé sur les états à ces périodes-là, donc sur les états, d'accord, les states. Et là, il dit fin des années 40 jusqu'aux années 50. Et il y a eu un tournant dans les recherches, sur les recherches de l'esprit, pour commencer à investiguer et à théoriser ce qui était observable au niveau comportemental, ce qui pourrait être mesuré physiquement et mathématiquement exprimé. Je trouve que cette remarque est très pertinente. C'est vrai qu'au fur et à mesure, et notamment avec Beck dans les années 60, qui a développé CBT, donc la thérapie cognitive comportementale, on a commencé à avoir une psychologie scientifique. Je mets scientifique entre guillemets, on sait que la psycho, c'est compliqué comme science, mais c'est une science molle, mais on a commencé à faire beaucoup de stats. La force de Aaron Beck, donc le fondateur de la TCC, ça a été de dire, on va faire partout pareil le même protocole. Donc, on sait qu'en TCC, c'est toujours la même manière de fonctionner. C'est un petit peu les mêmes textes, c'est les mêmes questionnaires, c'est les mêmes retours. Donc, ça a commencé à donner un côté behavior, donc comportemental, et une perception cognitive et comportementale, c'était l'association qu'il avait faite, pour comprendre mieux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est plus axé souvent sur le comportement. Donc, ma psyché entraîne un comportement, et inversement, je peux modifier mon comportement par ma psyché, plutôt que l'étude d'approfondissement de l'état, de l'esprit, du mind, quoi, de l'esprit, de la psyché. Et je trouve cette remarque pertinente parce qu'effectivement, lui, pour McKnight, ce qu'a fait José, c'est aller plus dans ce travail. D'ailleurs, il le dit après, ça signifie que José est allé chercher un peu plus loin dans la nature et le travail du human mind, de l'esprit humain. Et au travers de ça, il est allé regarder dans tout ce qui était métaphysique, donc autour des sciences physiques à la base, et à partir de là, tout ce qui a été parapsychologique. Je trouve la remarque hyper pertinente. On n'est pas sur la notion de psychologie comme on la connaît aujourd'hui, même matérialiste, entre guillemets, c'est-à-dire revenir sur d'hyper concret, parce qu'il faut le noter. Même aujourd'hui, les neurosciences, c'est ça. C'est telle zone du cerveau fait telle chose, dont ceci, cela. Plutôt que cette espèce de notion qu'on a beaucoup de mal à palper, qui est l'esprit, qui est la conscience, qui est le possible, qui est le subconscient, après toutes les cartographies qu'on peut créer. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que je trouve que moi, je ne l'avais pas lu avant, et même pas chez certains psys, et je trouve que sa vision des choses est particulièrement intéressante, à dire, José, lui, il a vraiment tenté de continuer un peu cette recherche qu'il a pu avoir au début de la psychologie, comment fonctionne l'esprit, alors que c'est vrai que la psychologie, pour devenir beaucoup plus cadrée, a commencé à plutôt regarder l'émotivo-comportemental ou le cognitivo-comportemental pour pouvoir jauger les choses. Comment tu perçois, toi, cette remarque-là? Est-ce que ça te semble pertinent? En fait, si on met ça dans le contexte historique, psychologie avant cela était uniquement comportementale. Parce que si on allait accepter ça comme une science, où justement on peut étudier, faire des expériences, mesurer dans des résultats,
la seule chose qui était observable, c'était le comportement. Et c'était uniquement justement dans les années 60 qu'on a introduit ces parties cognitives où on accepte quand même qu'il y a aussi une façon d'étudier l'esprit à travers justement le comportement aussi. Mais à l'époque, on faisait quoi? On faisait avec justement comme Pavlov et les chiens, les souris qui poussaient les leviers, psychologie, c'était juste étudier le comportement et est-ce que le comportement va augmenter ou diminuer si on a une récompense ou nanana. Donc, c'est toujours les bases. Si tu veux un peu de comportemental cognitif aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus sur simplement qu'est-ce qu'on observe dans le laboratoire. Et pendant que, justement, c'était dans les années 60 où tout a commencé à ouvrir un peu. Et là, c'est devenu beaucoup plus intéressant. Et l'état mental avait aussi une importance. Donc, on voit l'évolution. À la base, il y a eu, on peut dire que le début de la psychologie est né avec la psychanalyse. On sort de l'hypnose crée la psyché. Quoi. Il y a eu Freud qui s'est mis à la psychanalyse. N'oubliez pas, c'est un hypnotiste à la base. Il a commencé à vouloir décoder la psyché. De là jusqu'aux années, on va dire, post-guerre, il y a eu beaucoup cette influence psychanalytique qui après est devenue la psychologie. Nous, en France, on a eu Janet, on a eu des gens grandioses qui ont développé la discipline de psychologie. Et au travers de ça, ça s'est orienté de plus en plus vers le comportement. Puis après, une reprise en perspective, non pas simplement du comportement, de la psyché sur le comportement, mais de la psyché comme élément indépendant ou, comme Freud l'avait vu au départ, comme élément explicatif à voir au travers de ce qu'est la psyché, quel est l'encodage de la psyché pour ce qu'elle est, pas simplement pour les comportements qu'elle crée. Donc, on a vraiment cette évolution-là et José l'a plutôt pris le parti de se dire on va regarder non pas simplement le comportemental, mais on va dire la substance, en tout cas pour lui, de ce que pouvait représenter l'esprit. Et on revient à l'ouvrage qu'on vous a parlé, il y a 2 ouvrages de ça, qui était Key of the Kingdom, avec toute la notion qu'il perçoit comme étant l'élément méta, l'élément prédominant de ce qu'est la psyché humaine, du paradis, des possibilités, du monde subjectif, etc. etc. Voilà, pour qu'on revienne vraiment à la psychologie comme une étude des psychés. Exactement. C'était pas du tout le psyché, c'était un truc bizarre et on voyait simplement les résultats mesurables. Mais là, c'était vraiment ouverte. Oui. D'où le nom psycho-orientologie. Vous comprenez mieux cette notion-là? Oui, justement. Son idée, c'était comment orienter la psyché, comment elle s'oriente, comment et je trouve le nom était intéressant, vraiment intéressant. Il aurait pu vraiment le continuer à le mettre en avant. Ça a du sens. D'ailleurs, sur ce livre-là, c'est vraiment ça. Through the Psycho-Orientology. D'accord? Voilà. Ouais. Il met vraiment en avant cette notion-là. Ok, on va s'arrêter là ça va vite, sur cette première partie. Comme d'habitude, si déjà vous avez des questions à la marque, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Biwan, à très vite.